Salut les triathlètes, on vous emmène aujourd'hui dans les coulisses des équipes de France de triathlon puisqu'on a l'honneur de recevoir Benjamin Maz, le directeur technique national sortant de la Fédération française de triathlon. Pendant 8 ans, c'est Benjamin qui a piloté la performance au plus haut niveau français avec à la clé des résultats qui parlent d'eux-mêmes, des médailles historiques, des premières médailles aux Jeux de Tokyo et de Paris, un niveau jamais atteint chez les hommes comme chez les femmes, et une équipe de France qui aujourd'hui fait trembler tout le monde sur le circuit mondial. Mais derrière ces performances, il y a une vision, celle de Benjamin, et dans cet épisode, on va parler de la culture de la performance, des sélections sans concession, des investissements auprès des jeunes et des nouvelles générations, mais on va aussi parler de pratiques amateurs, de transmission et des vrais défis qui attendent le triathlon dans les prochaines années. C'était un super moment de recevoir Benjamin parce que ça a été une conversation à la fois très lucide et très ambitieuse avec quelqu'un qui a façonné de l'intérieur l'évolution de notre sport en France au plus haut niveau. Allez, installez-vous bien, on vous ouvre les portes des équipes de France de triathlon. Et si justement le triathlon professionnel vous intéresse, alors j'ai un guide qui devrait vous plaire. Comment est-ce que les triathlètes pros organisent leur saison ? Le nombre de courses, la durée, les cycles de travail. On a étudié un grand volume de données disponibles pour en faire une analyse qui nous a appris beaucoup de choses sur la manière dont les pros gèrent leur saison. Si ça vous plaît, le lien est dans la description ou sur le blog d'OpenTri. Je vous souhaite une bonne lecture de ce guide et une bonne écoute de votre épisode avec Benjamin Maz. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. En parlant d'OpenTri, Charlie est là. Hello Charlie. Salut Armano, salut tout le monde. Bon, on va déjà demander pardon à nos auditeurs, t'es en extérieur, il y a un petit peu de bruit autour de toi mais ça participe au folklore, n'est-ce pas ? Ouais, exactement, ça me fera faire des questions courtes comme ça. Et puis nous avons comme invité aujourd'hui Benjamin Mazet. Salut Benjamin. Bonjour à vous. Benjamin, on va revenir sur ton actualité mais je pense qu'on peut le dire, tu as été le DTN emblématique de la Fédération française de triathlon quelques années. Oh, c'est gentil. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui l'ont été. En tout cas, j'ai été le DTN et je le suis encore pour quelques jours jusqu'au 31 mars. Le DTN de la Fédération française de triathlon, c'est une grande fierté parce que, en tant que passionné de triathlon, forcément, c'est un peu particulier d'être à la tête du coup de la direction technique nationale, surtout dans ces années fastes avec notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ouais, effectivement. 2024, c'était une belle année, je pense, quand on était à la Fédé et en particulier DTN. Avant de rentrer justement sur tout l'aspect un petit peu technique de qu'est-ce qu'un DTN, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, il ou elle, d'ailleurs. Là, pour le coup, toi, t'es un homme, mais ça pourrait aussi être une femme. Je te laisse te présenter. Tu nous as dit que tu étais passionné de triathlon, donc qui es-tu, Benjamin Mazet, d'un point de vue perso et d'un point de vue sportif aussi ? Ouais, bien sûr. Alors, et d'ailleurs, DTN femmes, effectivement, il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu 2 à la Fédération de triathlon, 4 DTN hommes. Et voilà, on parlera de la suite juste après. Alors, moi, j'ai été triathlète pendant de longues années. J'ai pratiqué différents sports et je me suis vite rendu compte que j'étais très intéressé par le fait d'être éducateur, de transmettre des valeurs, de prendre la conduite d'un groupe. Donc très tôt, dès 15-16 ans, j'étais bénévole au sein de mon club, d'abord d'escalade, puis après je me suis tourné vers le triathlon, parce qu'après plusieurs blessures au dos, on m'a conseillé de faire de la natation, donc j'ai été au triathlon. Dans le club dans la ville de Ponto-Combo, il y avait un club qui s'appelait l'Aqua Club Ponto-Roissy, donc c'est là que j'ai découvert ça, la famille du triathlon, cet état d'esprit, le fait de la variété de ce sport du triathlon. Donc j'ai de suite accroché, quand bien même mon niveau sportif était très médiocre au début, 2 minutes au 100 libre, mais j'ai la chance d'avoir des grands segments, d'être plutôt grand, donc d'avoir après 2 ans chatouillé la minute au 100 mètres nage libre, et puis d'avoir pris plaisir aussi à découvrir du coup l'enchaînement des activités. J'ai eu le plaisir de participer au championnat de France jeune de triathlon, mais j'étais un sportif de niveau très 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 modeste. Tu nous as pas dit l'année, juste comme ça. L'année, c'est dans les années 2000. Ouais, 2000. Je crois que c'est 2000 tout pile. 99-2000. On s'est peut-être croisés d'ailleurs. C'est possible. Je me souviens, c'était à l'époque d'ailleurs, ça s'appelait pas les championnats de France, c'était le challenge national Pierre-Yves Cassoulet pour les cadets. C'était à Yzeure et moi j'avais participé à la course junior homme. J'étais arrivé juste devant Marion Laure-Blanchet qui partait avec quelques minutes de retard. Voilà, ça fait une jolie photo d'ailleurs.
pour moi, et puis des très très bons souvenirs. Et puis je me destinais à l'enseignement, le métier d'éducateur dans le sport. Donc j'ai fait STAPS, et en parallèle de STAPS, donc j'ai eu mon lot de périostite qui m'a amené à réduire la pratique physique. D'ailleurs, ça devrait s'appeler périostaps et pas STAPS uniquement. Donc du coup, j'ai arrêté la pratique, où j'ai très très réduit la pratique sportive de manière importante. Et puis du coup, j'ai entraîné de manière plus en plus importante en même temps que je faisais mes études STAPS. J'ai passé les différents brevets fédéraux. Voilà, le BF5 à l'époque, avant les années 2007, du coup le BF4 permettait d'enseigner contre rémunération. Donc j'ai eu mon tronc commun BE, j'ai passé le BESAN également. J'ai tout ça en parallèle de licence STAPS qui m'ont emmené à rentrer à l'INSEP et à découvrir ce que c'était l'entraînement de haut niveau. J'en profite. STAPS, quelle filière? Vraiment entraînement? Parce qu'il y a plusieurs filières en sportif. Ouais, effectivement, en STAPS, il y a plusieurs filières. Il y a le management, il y a la partie éducation motricité qui se destine plus à être éventuellement professeur d'EPS, d'éducation physique. Et du coup, moi, j'étais plutôt attiré par l'entraînement et la performance. Donc, à l'époque, c'était juste la transition entre les DUG, licence, master, avec maintenant ce qu'on a, le système licence, master, doctorat. Donc, j'ai postulé à l'INSEP et il y avait une centaine de candidats. Il y en a 7 qui ont été recrutés pour pouvoir rentrer en licence entraînement sportif dans un contexte qui est vraiment super intéressant, super riche et stimulant, puisqu'il y a énormément de pôles d'entraînement qui sont sur l'INSEP. Il n'y a pas de pôle d'entraînement en triathlon. Il y en avait un dans les années 2000, et puis la fédération avait fait le choix de le fermer, d'en ouvrir plutôt dans le sud de la France, à Saint-Raphaël, à Bouloris, et puis à Montpellier. Mais j'avais la possibilité d'avoir les entraînements à l'époque en natation. Il y avait Malia Matela, médaillé olympique, Simon Dufour, Stéphane Leca était entraîneur de la natation en endurance. Ça fait un lien assez drôle avec la suite qu'on pourra évoquer. Et donc voilà, cette appétence sur l'entraînement, et je découvre ce métier, ce concours de professeur de sport. En fait, c'est un métier un peu original et particulier, puisqu'on peut intervenir auprès d'une fédération, on peut travailler dans une fédération sportive, on peut travailler dans des directions départementales ou régionales sur une approche plus administrative du sport, on peut travailler dans les CREPS, des centres régionaux d'entraînement, notamment que ce soit sur la formation ou la performance. Et j'ai eu la chance, en 2006, il y avait un poste qui était disponible, donc il y a un poste qui était sur le concours du professeur de sport réservé pour la discipline du triathlon. Je me suis présenté sur ce concours et donc j'ai réussi ce concours. Donc au 1er novembre 2006, j'ai été affecté à la fédération de triathlon. C'est tant mieux, puisqu'à ce moment-là, dans la structuration du triathlon en France, il y a très peu de personnes qui sont professionnelles pour entraîner, pour accompagner, pour structurer des clubs ou des ligues régionales. Ça a maintenant beaucoup évolué, avec notamment la création du DEGEPS, du diplôme d'état d'entraînement en triathlon. Et ça, c'est aussi une des fiertés, moi, aujourd'hui, en tant que DTN, d'avoir de plus en plus de professionnels. Donc voilà, un triathlète passionné qui est vite passé sur la partie de l'entraînement. J'en profite, je te coupe un peu, mais c'est pour préciser un petit peu, justement, tu es là, donc autant en profiter pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent. Quand tu dis que tu as passé le concours de professeur de sport, c'est-à-dire que tu aurais aussi pu potentiellement être salarié de l'éducation nationale et enseigner le sport dans des établissements scolaires à des jeunes ou moins jeunes. Alors, très bonne question, Hermano. Alors, justement, non. Ce sont deux concours différents. Il y a le CAPEPS, le concours, du coup, de profs de PS. Tous ceux qu'on a eu dans nos collèges et lycées, ce sont des profs de PS. Ce sont pas des profs de sport. Il y a un abus de langage qui fait qu'on dit qu'ils sont profs de sport. Mais, pour la faire courte, c'est ma définition. Un professeur de PS utilise l'outil sportif et le mouvement pour pouvoir transmettre des valeurs éducatives. Voilà. Donc, le sport n'est pas une finalité en soi. Le professeur de sport, lui, il est payé, du coup, par le ministère de l'Éducation, justement, le ministère des Sports, le ministère en charge des sports, et il concourt au développement des pratiques, à la formation des éducateurs ou à la partie performance, former des championnes et les championnes de demain. Donc voilà, c'est pour ça que moi, à ce moment-là, en fait, je me dis, tiens, j'ai plus une appétence sur ce concours que je découvre en licence de professeur de sport. Voilà, moi, j'étais en dehors de mes diplômes fédéraux et de l'investissement que j'avais dans mon club et dans la ligue, dans mon territoire. Je connaissais pas la fédération de triathlon, je connaissais pas tout ça. Et donc, c'est à ce moment-là que je découvre ça. Donc, j'ai la chance j'ai du succès sur les écrits, donc j'arrive sur les oraux où il y a notamment différentes disciplines, notamment une qui est sur le triathlon. On a une situation d'entraînement en triathlon où on doit du coup témoigner, montrer notre expertise dans cette activité qui est le triathlon. Et donc voilà, j'ai eu le plaisir d'être récipiendaire de ce concours-là.
Et après, vous pouvez, une fois que vous êtes fonctionnaire, vous êtes titularisé, moi c'est ce qui s'est passé, donc je suis affecté à la Fédération de triathlon. À ce moment-là, je m'occupe du développement des pratiques, des personnes en situation de handicap, le triathlon féminin, notamment la formation des éducateurs aussi. Et puis je fais ça pendant 3 ans, et puis à ce moment-là, j'ai une proposition pour partir à la Fédération de triathlon, parce que j'avais une fédération de cyclisme, parce que j'avais une forte appétence sur la partie performance. J'intervenais pas du coup dans mes missions, je vous traduisais plutôt étant sur la partie développement. Par contre, l'analyse des données, des data, le questionnement, le challenge du coup du modèle de performance, et cette chance à l'époque d'avoir un collègue qui s'appelle Franck Bignet, qui est devenu après le DTN de la Fédération française de triathlon, qui était responsable des équipes de France U23, et du coup je me suis beaucoup acculturé sur la dimension performance. J'ai fait beaucoup de tableaux de données pour pouvoir permettre notamment sur la sélection pour les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, d'avoir des données qui permettent de comparer les athlètes, de pouvoir savoir comment on peut projeter le scénario de course. Donc tout ce travail que j'avais fait avait été identifié par la directrice technique nationale, qui devient DTN de la Fédération de cyclisme, et qui me propose d'être responsable du pôle expertise de la performance, du service expertise de la performance à la Fédération de cyclisme. Donc c'est piste, VTT, BMX, et route également. Donc c'est 4 Jeux Olympiques en un sur l'Olympiade des Jeux de Londres 2012. Donc ça a été vraiment un moment extrêmement riche et passionnant. Comme tout triathlète qui doit nous écouter, on a forcément une petite appétence, on suit ça, on regarde le Tour de France, on s'intéresse un petit peu aux autres disciplines, forcément les champions de l'époque, notamment Julien Absalon, Jean-Christophe Perrault, tous ces transferts de talent aussi qu'il y a, et puis forcément à l'époque Gannet, Rousseau, Tournant, le cyclisme sur piste, l'excellence française, de pouvoir participer à ce projet-là de performance pour Londres, surtout quand on sait la concurrence qu'il y a avec la Grande-Bretagne sur ces disciplines. C'était un grand plaisir. Donc j'ai fait ça jusqu'aux Jeux de Londres, et puis après j'ai eu la proposition de revenir à la Fédération de triathlon, et quelques mois plus tard, j'étais nommé adjoint au directeur technique national en charge des équipes de France, donc sur la partie performance, pour mener le projet olympique et paralympique de Rio de 2016 sous la responsabilité du coup de Franck Bignet, qui était devenu DTN en 2009. Voilà. Et puis pour finir très rapidement sur le parcours, du coup, 2017, Franck Bignet prend la décision de quitter ses fonctions de DTN. La réussite du triathlon français est mitigée, puisqu'il y a cette médaille de bronze, super, la première de Gladys Lemoussu, et malheureusement pas de médaille olympique, alors que Vincent Louis faisait partie des forts potentiels pour cela, et qui termine 7e de ces Jeux Olympiques. Mais il y a quand même encore une fois un étage qui est monté en termes de performance de toute la fédération, et j'étais convaincu du projet de performance initié par Franck, et que du coup je pilotais en tant qu'adjoint au DTN, dont j'avais cette responsabilité, et je souhaitais pas que ça change ou qu'on casse des éléments. J'étais persuadé que c'était la voie de la vérité était dans cette voie qui était prise dans la philosophie que l'on avait en matière de haute performance. Donc j'ai pris la décision de postuler. C'était rare, il n'y avait pas eu de DTN aussi jeune, à 32 ans, qui postulait, surtout qui était du coup retenu sur ces fonctions-là. Donc c'était un grand plaisir du coup d'être nommé le 7 juillet 2017, de pouvoir continuer d'incarner ce projet de performance. 2017-2025, du coup 8 ans passés en tant que DTN. Concrètement, un DTN, ça fait quoi au quotidien? C'est quoi ses missions? Attends, juste avant, je voudrais quand même juste remettre dans le contexte. Tu nous as dit que tu étais un amoureux des chiffres, de la data, etc. Et que c'est notamment ce qui t'a permis, après, de passer à la Fédération française de cyclisme et potentiellement de revenir à la Fédération française de triathlon. Tu l'as dit, 2007. Maintenant, aujourd'hui, les data, les big data, les AI, le machin, tout ça, tout le monde sait tout sur tout. Et puis un gamin de 5 ans, il pourrait te dire ce que c'est que ChatGPT. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui manipulait des données comme ça. Donc félicitations quand même. Ouais, merci. Non, c'était super intéressant justement d'avoir cette approche. Mes missions à l'époque au cyclisme, il y avait 3 pôles. C'était répondre aux besoins des entraîneurs. Tiens, Benjamin, on a vu que les Allemands utilisent 7 roues. Tiens, on voit que les Anglais utilisent ce matériel. Ou qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, je suis pas expert sur tous les domaines, mais par contre, mon rôle était de bien traduire le besoin des responsables équipes de France, des entraîneurs nationaux, pour aller chercher les experts en biomécanique, en physiologie, en psychologie, en nutrition ou autre. La deuxième mission,
c'était à l'inverse, de faire des propositions. Moi, je me souviens en 2009, sur la première Coupe du Monde à laquelle je participe en cyclisme sur piste à Manchester, je vois la façon dont est utilisée la nutrition par les sprinteurs, et ça me semble tout à fait optimisable, bonifiable, parce que vous savez, tous les gens qui nous écoutent, qui font du triathlon, on a une petite sensibilité quand même sur la dimension nutritionnelle. Et donc, j'ai proposé aux entraîneurs nationaux de l'époque de travailler avec un professionnel de la nutrition pour mettre en place une stratégie nutritionnelle. Qu'est-ce qu'on prend moins 1 heure avant, moins 45 minutes avant, moins 30 minutes avant, voilà, pour pouvoir vraiment avoir une feuille, une ligne de conduite, à la fois sur la partie nutrition, mais aussi impliquée avec la partie performance, entraînement, récupération, parce que quand vous avez dans un tournoi de vitesse individuelle différentes manches avec des sprints à puissance maximale, il y a des stratégies de récupération qui doivent être mises en place. Et le troisième point, c'était assurer une veille à tous les niveaux, que ce soit technologique, sur le matériel, les dernières publications scientifiques, mais également voir qu'est-ce que fait la concurrence. Et voilà, moi ça c'était extrêmement nourrissant parce qu'il y avait plein de choses à faire. Et moi, ce qui me rend très heureux, c'est de voir que le travail que j'avais pu initier, je pense notamment au cyclisme, au VTT, au vélo de montagne. Il y a une grosse évolution entre 2008 et 2012 puisque du coup on réduit de 30 à 45 minutes même la distance, la durée des épreuves parce que c'était trop long, et puis surtout on a sur le parcours des Jeux de Londres 2012 à Adelaide Farm, c'était un parcours à 90% artificiel. Ce qui ne se faisait pas à l'époque, on avait des parcours qui étaient essentiellement naturels. Donc des parcours plus courts, plus compacts, avec du coup un modèle de performance qui est complètement différent. Et du coup, j'ai recruté une équipe pour aller du coup objectiver les contraintes de ce parcours, redessiner ce parcours et puis voir en fait quelles sont les qualités physiologiques qu'il faut pouvoir avoir sur ce parcours. Donc je me souviens tout le travail qu'on a pu faire et fournir finalement des données aux entraîneurs pour orienter les contenus d'entraînement. On était forcément très fiers de voir Julie Bresset finir championne olympique. Elle le doit à elle-même et à son entraîneur, mais de se dire qu'on a participé à créer les conditions pour lui permettre d'être la plus performante. En tout cas, voilà, que ce soit ça, sur les autres disciplines, c'était vraiment un grand plaisir de voir que ça a continué, surtout derrière. Ça a perduré aujourd'hui, de voir qu'ils sont beaucoup plus nombreux sur le cyclisme sur piste quand j'étais seul sur cette fonction, quoi. Je crois que en tout cas, moi, c'est ce que je trouve le plus fort, c'est d'avoir monté la pertinence et la nécessité de ces fonctions et puis de les étoffer et de les développer. Merci. Du coup, je redonne la parole à Charlie qui te demandait, mais c'est quoi un DTN finalement ? Et est-ce qu'il y a une différence aussi entre DTN de la FFC, donc Fédération Française de Cyclisme, DTN de la FF3 ou DTN d'autres fédérations ? Parce que j'imagine que tu échanges avec tes pairs. Oui, bien sûr, et beaucoup. Alors la petite histoire, comme ça, je le fais de manière très schématique et un peu rapide. Au jeu de 1960 à Rome, je ne vais pas vous faire tous les jeux jusqu'à 2024, mais en 60 à Rome, la France est pas très performante. Il n'y a pas de titre olympique. Il y a Michel Jazzy qui fait une médaille, mais très peu de médaillés. Donc le général de Gaulle décide à cette époque-là de se dire il faut consacrer des moyens supplémentaires à au sport, parce que le sport est un moyen aujourd'hui on parle de soft power, mais c'est un moyen de rayonnement pour une nation. Voilà, se termine 24 ou 25 ou 26e pour la France, c'est pas à la hauteur du rang que le président de la République estimait à cette époque-là. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est maintenant un outil de soft power, mais à la base, le sport, c'était quand même un moyen d'entraîner les soldats pour aller à la guerre. Donc, l'inverse du soft power. Ouais, et donc du coup, à ce moment-là, il se dit, je vais mettre des moyens financiers et des moyens humains pour pouvoir aider à structurer le mouvement sportif. Voilà, donc la création, quelques années plus tard, de ce corps des professeurs C-Sport répond à ça. Aujourd'hui, il y a 1400, entre 1400 et 1500 professeurs de sport qui sont du coup placés auprès des fédérations dans beaucoup de sports, tous les sports olympiques, c'est certain, mais aussi sur des sports, des disciplines non reconnues de haut niveau, par exemple la randonnée pédestre, qui vont aider à la structuration de ce sport. La structuration, du coup, par exemple, sur la partie professionnalisation, la formation des éducatrices et des éducateurs, ça c'est un des premiers pôles. Le deuxième pôle, c'est bien sûr le développement des pratiques, faire en sorte notamment que les publics cibles pour le ministère, notamment les personnes en situation de handicap, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes qui ont des pathologies, en tout cas celles et ceux qui sont éloignés de la pratique sportive, on puisse mettre des dispositifs à leur disposition. Puis le troisième plan, c'est pour les disciplines notamment reconnues de haut niveau, olympiques et paralympiques, c'est faire rayonner la France, donc gagner les médailles aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Aujourd'hui, la Fédération de triathlon, du coup, on est 24 cadres d'État qui sont
payé par le ministère des Sports, placé auprès de la fédération de triathlon, entre guillemets prêté, mais gratuitement. Donc c'est quand même une charge RH d'à peu près 1 400 000 € que l'État donne gratuitement à la fédération de triathlon pour concourir à cela. Bien sûr, en plus, on met en œuvre le projet fédéral, on participe de cela. Et donc, le directeur technique national, sa première mission, ça va être de manager, de diriger l'ensemble des cadres d'État et éventuellement des salariés de droit privé dont il dispose pour pouvoir mettre en place le projet fédéral, d'avoir cette sensibilité sur ces 3 pôles, développement, formation et la performance. Moi, de par mon parcours, j'ai forcément cette appétence particulière et j'ai eu cette fonction singulière d'être le sélectionneur des équipes de France olympiques et paralympiques. Je suis le sélectionneur sur toute sélection prononcée par la Fédération de triathlon, c'est moi qui en assume cette responsabilité-là. Ça va pas être le cas pour mon collègue de telle ou telle autre discipline, qui vient pas forcément de la discipline ou qui a pas la légitimité ou qui souhaite pas incarner cette fonction. Moi, c'est le cheminement que j'ai suivi et qui aujourd'hui semble quand même être plutôt pertinent, avec une main forte, une prise très forte par la direction technique nationale en lien avec le politique, parce qu'on ne fait que mettre en œuvre une politique ministérielle, une politique de la fédération sur un projet de performance qui est assez ambitieux. Donc voilà, le DTN, il fait ça. Mes camarades des autres disciplines vont faire peu ou prou la même chose, en tout cas sur ces 3 pôles. Et par contre, le sport français est un petit peu atypique par rapport à tous les autres pays, d'avoir des agents de l'État, des fonctionnaires qui travaillent dessus. Après, quand je discute avec Mike Cavendish, mon camarade britannique, lui par exemple, il est DTN, mais il ne gère que la partie haute performance. C'est pareil avec mon ancien collègue John Farah aux États-Unis, il ne gère que la partie performance. C'est rare d'avoir un seul directeur qui gère développement, formation et haute performance, quoi. Voilà. Donc c'est valable, et ça c'est le modèle qu'on retrouve dans tous les sports olympiques et paralympiques français. Dans ton équipe, Benjamin, tu avais quelles expertises pour travailler avec toi? C'était quoi les profils qui constituaient cette équipe de 24 personnes? Ouais. Alors les profils, les membres de la direction technique nationale, ils ont une expertise sur l'un ou sur plusieurs de ces pôles-là. Développement des pratiques, la formation et la performance. L'idée est de faire de la transversalité, parce que bien sûr, quand on parle de haute performance, c'est nécessaire que du coup les éducatrices et éducateurs qu'on a, ils soient bien formés et qu'on pousse dans un degré de détail les formations qui sont proposées. Dans ce même sens-là, il est aussi important que les outils de développement qu'on met en œuvre, Triathlon Immersive Room, l'école française de triathlon, Wikitri, Triathlon Santé, tous ces dispositifs, ou la question de la mixité, par exemple la lutte contre les stéréotypes, ça intègre et ça irrigue la formation. L'idée, c'est quand même que les éducatrices et éducateurs, professionnels ou bénévoles, demain dans les clubs, puissent utiliser cette boîte à outils sur lequel on travaille pour pouvoir les alimenter et répondre à leurs besoins. Voilà. Ce qui fait que aujourd'hui, dans un club de triathlon, si on a un public qui vient pour une pratique loisir, pour une pratique santé, pour une pratique sociale ou une pratique performance, aujourd'hui, un éducateur peut se retourner vers cette boîte à outils fédérale et logiquement, il va trouver quand même de tout pour pouvoir l'aider. Ce qui permet aussi, quand vous avez des bénévoles qui sont par exemple les parents d'enfants qui ont une appétence pour encadrer un groupe, ils vont pouvoir éventuellement, s'ils ont une compétence pédagogique, c'est ce qu'on a souhaité faire par exemple pour que les profs les instituteurs, les profs des écoles, s'ils ont envie de mettre en place un cycle pédagogique sur le triathlon, boum, ils font un tour sur Wikitri, ils vont avoir des fiches pédagogiques qui vont leur permettre d'initier au triathlon, quand bien même ils connaissent rien au triathlon, mais ils connaissent la pédagogie, ils savent comment gérer un groupe d'enfants. Voilà, ça c'est le genre de mission qu'on fait au sein de la direction technique nationale, et moi je peux m'appuyer sur des experts là-dessus. Donc j'ai des experts sur tous ces plans, ça va de l'entraînement à l'innovation technologique. Juste pour reprendre un peu la ligne hiérarchique, donc il y a un seul DTN à la Fédération française de triathlon, et puis tu as des adjoints qui vont chacun être chargé de leur spécificité, de leur expertise. Donc au-dessus de toi, est-ce que c'est le président de la Fédération française de triathlon qui te donne des ordres, qui te dirige? Est-ce que c'est le ministre des Sports? Ou est-ce que tu as une hiérarchie opérationnelle et une transversale? Enfin, comment ça marche, juste pour comprendre un petit peu, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, sachant que, je le rappelle quand même, la Fédération française de triathlon, que je trouve très bien structurée, est une fédération très jeune. Si on regarde le foot, le tennis, le rugby, c'est des fédérations beaucoup plus anciennes, parce que le triathlon est né dans les années officiellement 70.
Ouais, et puis en 89, la fédération se structure, elle devient Fédération française de triathlon. Donc c'est sûr qu'il y a un certain poids de l'histoire par rapport à des fédérations centenaires. On peut parler de l'athlétisme, du cyclisme, même d'autres des fédérations avec un nombre de licenciés qui est plus proche d'une autre, le canoë-kayak, l'escrime, l'aviron. Il y a un poids de l'histoire qui fait que, par exemple, on a eu moins de cadres d'État que ces disciplines. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des professionnels qui peuvent aider à structurer le territoire, à identifier les pépites de demain, etc., quel que soit le secteur. Mais on a bien rattrapé notre retard. Voilà, donc la fédération de triathlon, elle est effectivement bien portée en plus par les résultats qu'on a et puis le développement et la structuration. Donc d'un point de vue hiérarchique, qui est ton boss ou qui sont tes boss? Ouais. Alors il y a une dimension administrative. Voilà, mon supérieur, c'est la directrice des sports, la numéro 1 de l'administration du sport français. Le président, bien sûr, c'est lui qui du coup fait partie du comité de sélection et de nomination du DTN. Il y a un pouvoir fonctionnel sur le DTN. Donc on a une très bonne relation, une excellente relation avec le président Cédric Gosse, parce que je suis le bras armé de cette fédération, mais il y a aussi également une direction générale avec des professionnels qui travaillent. Mais voilà, il y a 2 directeurs, le directeur technique national, le directeur général. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de le personnifier comme ça vis-à-vis des sportifs. Je travaille, ma patronne, c'est Marie Barsac, la ministre des Sports, qui travaille qui est membre d'un gouvernement avec le Premier ministre et le Président de la République. Donc quand vous avez le Président de la République qui dit pour les Jeux de Paris 2024, l'objectif c'est top 5 de la nation, voilà, moi quand je me retourne vers les sportifs et que je dois prendre des décisions stratégiques qui sont très exigeantes et qui sont punchy, ben c'est parce que mon employeur, l'État, il veut de l'or olympique ou paralympique. Only gold count, comme disent les Britanniques, parce que le classement des nations se fait par l'or, puis l'argent, puis le bronze, et malheureusement, parce qu'on aurait été très bien servi, les médailles en chocolat ne sont pas comptabilisées. Bon, en triathlon, il n'y a pas eu beaucoup de médailles en chocolat. Ah bah on les a toutes faites en triathlon. Sur Paris 2024, hommes, femmes, relais mixte, c'est une razzia française. Voilà. Mais donc voilà, c'est une fonction, une haute fonction. J'ai été nommé par la ministre des Sports. Le prochain DTN est lui aussi nommé par la ministre des Sports. Donc c'est un poste important qui est très très valorisant et qui participe du rayonnement de sa discipline dans le concert des sports et aussi vis-à-vis des autres DTN. Ça c'est certain. Il y avait une question que je voulais évacuer tout de suite. Est-ce que, alors, on a compris, toi, tu es professeur S sport, donc professeur de sport. On va pas revenir sur ce que tu as expliqué au début de l'épisode. Est-ce que le DTN, en tout cas à la FF3, vu que tu es aussi sélectionneur, est entraîneur? Est-ce que c'est toi qui dirige l'entraînement des élites, de la performance, ou est-ce que tu t'appuies pour le coup sur certaines personnes que j'imagine tu vas être en charge de nommer? Ouais, non, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas celui qui va prescrire les séances, s'il faut faire 4x800 ou 8x400 aux athlètes. J'ai toute une équipe avec moi au sein de la direction technique nationale. J'ai un directeur technique national adjoint, j'ai une responsable des équipes de France olympique, pareil pour le paralympique et pour la relève. Il y a des entraîneurs dans nos structures d'entraînement qui sont compétents en la matière. Voilà, je peux citer notamment, par exemple, Michael Ayassami, qui est sur le pôle le centre d'entraînement de Boulouris, qui était jusqu'au jeu de 2024 l'entraîneur d'Emma Lombardi. On a toutes ces compétences en interne. Mais il y a également des personnes, c'est le cas de Julien Pousson, par exemple, qui est l'entraîneur de Dorian Conax et maintenant qui entraîne également Emma Lombardi, qui est du coup privé, qui travaille. Et du coup, le but de la direction technique nationale, c'est de faire en sorte qu'on crée les conditions de performance et d'accompagner les sportifs là où ils sont pour performer. Il n'y a pas de discrimination sur le fait d'appartenir à une structure privée, une structure familiale ou une structure fédérale, d'être dans tel ou tel club, d'être en France, d'être à l'étranger. Il y a une seule discrimination qui est parfaitement assumée au sein de la fédération, c'est celle de la performance. Tu es performant ou tu es pas performant? Tu es en situation de handicap, des black, blancs, beurre, jeunes, vieux, hommes, femmes, il n'y a pas de discrimination sur ces plans-là. Et par contre, on va effectivement appréhender les singularités, les besoins particuliers que peuvent avoir tel public par rapport à tel public, tel sportif par rapport à tel autre. C'est pas les mêmes besoins peut-être pour un triathlète en fauteuil que pour une triathlète junior fille et le travail va être de pouvoir faire en sorte qu'on accompagne tous ces potentiels de la meilleure façon. On n'est pas focalisé uniquement sur le court terme, et c'était il y a quelques semaines, c'était Paris 2024, ou là demain Los Angeles. On est toujours dans une triple temporalité, le court, le moyen et le long terme. On est focalisé sur 28, 32, 36 et même sur 40 parce que
sport d'endurance par excellence, le triathlon. Vous avez vu l'âge de la championne olympique et des championnes olympiques en moyenne c'est 27 ans et demi. Donc vous êtes très fort en soustraction pour calculer quel âge ont les potentiels futurs championnes olympiques en 28, 32, 36 et du coup elles sont dans nos structures, elles sont identifiées, elles sont accompagnées pour leur permettre d'être les plus performantes possibles au jour où émergera éventuellement ce niveau de performance. Et c'est un système qui semble bien fonctionner puisque sous ton mandat, notamment sous les 8 dernières années, on a connu quand même un âge d'or particulièrement faste pour le très haut niveau français. Pour rappel, les seules médailles olympiques qu'on a connues ont été à Tokyo puis à Paris. Comment t'expliques cette montée du haut niveau et cette réussite qu'on a eue sur les dernières années? Déjà, ça s'est pas fait en un an ou même en une Olympiade ou même en 2 Olympiades. On estime dans le sport de haut niveau qu'il faut 10 ans pour arriver au meilleur niveau de performance au niveau mondial. Donc ça prend du temps, il y a plein d'étapes à parcourir. On avait parfois au sein de la fédération de triathlon une culture de la participation. On vient sur la compétition, on est content, voilà, mais on va pas forcément y chercher de la performance. Donc, que ce soit Franck Bignet de 2009 à 2017 ou moi, on a souhaité du coup rentrer dans une autre culture, une culture de la performance pour aussi asseoir derrière et développer une culture de la gagne. Donc voilà, c'est tant mieux. Il y a d'autres systèmes. On peut prendre par exemple les Suisses ont aujourd'hui beaucoup plus de médailles olympiques que la France. Pour autant, on peut pas tout à fait parler d'un système et d'une structure suisse. Ils ont eu des sportives extrêmement talentueuses. On ne finit pas championne olympique ou médaille olympique sans travail, sans compétences, mais ils ont plutôt accompagné des individualités. Je crois que la force de la Fédération française de triathlon et du projet que j'ai eu le plaisir de piloter, de diriger et de manager, c'est justement cette capacité à pouvoir faire monter de manière structurelle vers un niveau d'exigence. Si on prend par exemple les tests de sélection en équipe de France ou le class triathlon, cet outil-là, vous prenez des données objectives de chrono, natation ou course à pied, vous regardez le nombre de personnes qui atteignent ce niveau-là en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, il y a une évolution qui est majeure. Et vous le voyez, il y a quelques années encore, on avait Cassandre Beaugrand qui battait le record de France junior du 10 km. Puis après, elle a été dépossédée par Cécile Lejeune. Et aujourd'hui, vous avez cette continuité, voilà, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Quand Nils Sergueri est recordman de France du 10 km et qu'il est dépassé par un autre triathlète sur ce titre de recordman de France, voilà, c'est une belle illustration, voilà, c'est de cette valeur travail qui a été diffusée et que des athlètes, des entraîneurs, des gens se sont dit, ouais, on va aller dans cette voie-là. Cette culture-là de la performance, de la gagne, tu l'hérites de ton passage au sein de la Fédération française de cyclisme. Tu as vu là-bas qu'on pouvait gagner et tu as vu ce que ça prenait de réussir à amener des athlètes à ce niveau-là. Ouais, alors ça s'est nourri un peu du cyclisme. Après, je pense qu'il y a eu des moments où la fédération de cyclisme a perdu cette culture de la performance et je pense que j'étais dans un moment un petit peu charnière. Et dans les disciplines, c'était un peu différent. Piste, VTT, BMX, route, il y avait, on était dans des mouvements soit ascendants, soit descendants dans cette question de la culture de la performance. Mais je crois que l'un des acteurs majeurs, ça a été clairement l'impact de Franck Bignet en tant que DTN à vouloir vraiment impulser cette logique d'une culture de la performance, de refuser par exemple quand on a des quotas, c'est le cas, c'est le choix que j'ai fait également sur, je peux prendre l'illustration du test event de Paris en 2023, il y avait la possibilité de mettre jusqu'à 6 ou 7 athlètes pour les courses élite femmes et élite hommes. Il y a 3 femmes et 4 hommes qui ont pris le départ des Jeux Olympiques, du test event olympique justement, parce que l'idée c'est pas de remplir des quotas, l'idée c'est de fixer un niveau de performance minimal pour pouvoir aller sur une compétition. Et à l'inverse, et j'en étais très fier sur ces championnats du monde junior, par exemple, la France n'avait que 3 quotas. Et pour autant, moi j'estime que nous avons, en lien avec le responsable des équipes de France Relève, on a 4 sportifs qui sont très compétitifs, qui l'ont démontré sur des compétitions, ou en tout cas sur lesquelles on a des données qui nous montrent qu'elles sont compétitives. Et du coup, je demande à la Fédération internationale un quota supplémentaire pour les AWAR, qui du coup nous est accepté
Je vais revenir très 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 rapidement dessus et je vous laisse regarder la place de Léa Ward sur les championnats du monde junior. Pour gagner du temps, elle termine 3e de ces championnats du monde junior. Donc moi, mon travail avec la direction technique nationale, c'est de faire en sorte qu'on ait cette légitimité, qu'on ait ce poids pour lui permettre du coup d'être au départ de cette compétition. Voilà, c'est une grande fierté quand ça se passe comme ça également. En fait, ça, on le doit aussi à l'histoire et à la légitimité, la culture de la performance qu'on a, quoi. Parce que quand on amène des athlètes, c'est pour être performant sur les compétitions. Je crois que voilà, l'histoire, l'héritage que l'on a, quand on a les Jeux de 2012, 4 et 5 pour Laurent et David, de mémoire, on a Jessica Harrison également qui est 9e sur ces Jeux Olympiques, ça marque bien ce virage qui a été pris. Mais il y a aussi des compétitions sur lesquelles on a parfois sélectionné aucun athlète. Pendant 5 ans, aucune élite femme n'a été sélectionnée sur la grande finale mondiale. Ou quand, sur les championnats du monde post-Covid junior, je ne sélectionne aucun junior français, alors même que les championnats du monde sont en Portugal de mémoire, sont en tout cas c'est très proche. Parfois on me dit, tiens Benjamin, ça coûterait pas cher. C'est pas une question de coût, c'est une question de crédibilité, c'est une question de cohérence, c'est une question de respect vis-à-vis d'un projet qui est d'être performant. Parfois, on a des athlètes qui sont performants, parfois les athlètes ne sont pas suffisamment performants. Plutôt que de payer un déplacement, là par exemple cette année nous avons les championnats du monde à Wollongong en Australie, je vous cache le coût, on va faire une économie là-dessus. Si on envoie un athlète pour aller finir 30e à 5 minutes de la tête de course, certains vont prétendre que il gagne en expérience, etc. Moi, je suis convaincu que cet argent, on a plus d'intérêt à l'utiliser pour permettre, par exemple, d'aller peut-être sur des Coupes d'Europe, ou alors se dire, c'est peut-être pas vers un athlète de 28 ou 30 ans, on va le mettre plutôt vers des petits, vers des athlètes qui ont entre 15 et 19 ans, et peut-être que les 5 000 € du billet d'avion, ça fait quand même 5 fois une semaine de stage pour 5 jeunes à potentiel. Et peut-être que ça donnera quelque chose ou pas, mais en tout cas, si tu n'as pas fait la démonstration que tu étais capable d'être compétitif en catégorie élite, je crois que c'est ma responsabilité, en tout cas, d'optimiser les moyens financiers dont je dispose, parce que c'est le nerf de la guerre également. Je veux que chaque euro puisse être le plus, avec le plus gros retour sur investissement. Et le retour sur investissement, il n'est pas forcément que sur du court terme. Voilà, quand on permet du coup d'avoir 7 semaines de stage pour une vingtaine de jeunes dans l'année, on ne sait pas ce que ça va faire, mais en tout cas, elles et eux montrent qu'il y a intérêt à investir pour le futur, en fait. Bon, et puis j'ai envie de dire, même si à la limite, ils ne deviennent pas les futurs champions olympiques ou champions du monde en triathlon, au moins avoir formé ces jeunes-là, leur avoir permis d'avoir cette expérience-là, je pense que pour eux et pour leur futur, ce sera des étapes importantes dans leur développement, ne serait-ce que de comprendre l'intérêt du sport dans le développement de l'individu. Bon, là, on sort de la performance, on sort de ces choses-là, mais ça y concourt aussi, parce que si tu es performant à 15 ans et qu'on t'offre 7 semaines de stage, c'est aussi la récompense de ton état d'esprit, de ton engagement et pas que de ton talent. Oui, et puis j'ai envie de dire, il a le bénéfice du doute, ce jeune sportif ou cette jeune sportif. En tout cas, on a des éléments qui vont montrer sur des tests, il y a effectivement des résultats sur des compétitions qui disent tiens, il y a un potentiel. Il faut, comme le disaient les Anglais, keep the ball flat. Il faut rester, bien à la bonne hauteur. Et du coup, il y a du temps dans la construction. Le chemin il n'est pas linéaire. Il va y avoir des ruptures de pente. Il y a des moments de blessures, des doutes, des remises en question. C'est ce qu'on a vu avec plein et énormément de sportifs. J'en discutais dernièrement sur le pôle à Boulouris en rencontrant du coup Mylène Larivière ou Léa Ward qui sont encore que des jeunes sportifs qui ont moins de 19 ans et qui ont déjà vécu des ruptures de pente parce que tiens, tout va bien, je suis sélectionné, je suis médaillé, tout va bien, puis une blessure, des questions, un équilibre de vie qui est un petit peu différent, ça fait partie de la vie de sportif de haut niveau. Et la résilience, c'est justement une des qualités à développer pour nos sportives et qui sont bien utiles, comme on l'évoquait Hermano, dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi quelque chose d'important pour nous, c'est former des citoyennes et des citoyens, des femmes et des hommes heureux, épanouis. Parce que de toute façon, on ne peut pas être médaillé olympique ou paralympique dans un système de contraintes en n'étant pas heureux dans ce qu'on a choisi, dans le projet qu'on fait. En tout cas, en triathlon, ça ne se retrouve pas, quoi. Tu parlais tout à l'heure, Benjamin, de l'enjeu qu'il y avait autour de Paris 2024, autant en triathlon qu'en paratriathlon. Quel regard tu tires
quelques mois après sur cette Olympiade. Est-ce que les objectifs ont été remplis? Qu'est-ce que toi t'en retiens là maintenant à froid? J'en retire à froid. Le bilan, on va dire, on l'avait fait aussi un peu avant les Jeux, parce que c'est toujours un peu particulier que la compétition du coup oriente, influence la vision d'un système, parce qu'il y a la performance sur les Jeux, très clairement, la performance le jour J, mais il y a surtout le process, la structuration qu'on a pu apporter sur la partie de la performance. Le nombre de titres mondiaux, de médailles sur la série mondiale, la capacité à performer le jour J, c'était ce qui nous manquait sur l'Olympiade de Tokyo. On est passé d'une Olympiade où on visait des médailles à Tokyo, c'était même le projet fédéral s'appelait comme ça. Pour Paris, on s'est bien nourri de ce bilan de Tokyo et on a été beaucoup plus focalisé sur le process. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner ? Qu'est-ce qu'il faut pour être devant ? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour le travailler au quotidien, ces dimensions-là ? Qu'on a partagé avec l'ensemble du staff, avec les sportifs, avec leurs entraîneurs. Ils l'ont incarné. D'ailleurs, on n'a absolument pas passé des éléments de langage, mais quand vous reprenez les interviews pré-course et post-course des sportifs, vous retrouvez ça. On est focalisé sur nous-mêmes. On est focalisé sur ces différents facteurs de performance. Si à la fin, on est médaillé, super, on sera content. Si on n'est pas médaillé, on sera au moins content d'avoir été au maximum de nos potentialités. Et justement, toute cette Olympiade a montré que quand vous avez du coup 3 Français qui sont tous les 3 champions du monde différents chez les hommes, Vincent Louis, Dorian Coninx, Léo Bergère, quand Pierre Lecor, vous voyez la régularité qu'il peut avoir au niveau international. Je parle même pas des filles où c'est la France depuis 89 ne fait pas de médaille au championnat du monde, et là en 2 championnats du monde vous faites 4 médailles, avec en plus sur les championnats du monde à Pontevedra une déception légitime de Cassandre Beaugrand et d'Emma Lombardi qui terminent 2e et 3e du championnat du monde et 3e et 6e de la finale mondiale. Elles sont déçues alors même que jamais aucune Française n'avait eu ce niveau de performance-là. Donc vous voyez à quel point il y a une adéquation avec un projet de performance qui est ambitieux, qui est clair, qui est légitime. On avait avec de la légitimité, on pouvait se présenter sur ces Jeux Olympiques. Le bilan est bon. Il aurait pu être meilleur parce que quand vous avez du coup les résultats suivants, 1-4 chez les femmes, 3-4 chez les hommes et 4 en relais mix quand on connaît le contexte, etc. Vous faites 2 médailles, dont 3 en chocolat, et 3 quatrième places. Ça veut dire quand même, quand vous êtes 4e, vous avez été capable d'être performant le jour J. On se souvient notamment des 2 courses, du mano à mano avec Emma Lombardi, et puis quand Pierre et Léo travaillent ensemble pour éviter le retour des 2 triathlètes portugais. Voilà, je suis extrêmement fier de la performance réalisée par Emma Lombardi et Pierre Lecor. Malheureusement, je suis... j'ai pas de mots pour témoigner la tristesse pour elles et eux, parce que on sait ce que c'est d'être 4e aux Jeux Olympiques dans le monde du triathlon, mais in fine ils n'ont pas eu cette reconnaissance, cette sanction d'une médaille olympique, et tout ce que je souhaite c'est qu'ils puissent du coup en décrocher une à Los Angeles en 2028. En tout cas, la fédération va continuer d'être dans cette projection ambitieuse de créer les meilleures conditions pour qu'ils soient performants. Et sur le paralympique, c'est pareil, 4 médailles, dont 2 titres. On est content, c'est bien, mais on sait quelles sont nos marges de manœuvre. On sait là où on peut progresser. On a eu des contre-performances sur ces Jeux. Donc clairement, dans la catégorie d'Alexis Quincan, on pouvait envisager, notamment avec Pierre-Antoine Bell, une médaille supplémentaire. Ça n'a pas été le cas, donc il faut prendre le temps de faire ce bilan, de se projeter, et puis surtout de corriger, de faire les évolutions qu'il faut. C'est pareil, il n'y a pas de médaille féminine en paratriathlon. On sait que c'est clairement un des axes sur lesquels il va falloir qu'on s'améliore structurellement en France, parce que le parasport féminin est en deçà de ce qu'il faut pour une nation qui vise à être dans les 8 meilleures nations. Mais voilà, on a quand même commencé par une médaille décrochée par Gladys Lemoussu en 2016 à Rio de Janeiro. On aimerait bien vite qu'il y ait de nouveau quelqu'un qui lui succède après aussi cette super médaille de bronze qu'on avait eue aux Jeux de Tokyo. Voilà. Donc il y a des sources de grande satisfaction. Il y a des choses sur lesquelles on a fait le minimum syndical, et puis il y en a d'autres sur lesquelles on sait qu'on peut progresser, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, les choses doivent se faire étape par étape. L'important, c'est qu'on puisse continuer de s'élever et de consolider ces bases, cette infrastructure. Quand on repart des championnats du monde à Torremolinos après les Jeux Olympiques, au-delà des résultats, encore une fois, c'est le process et c'est la façon de gagner des Français, la façon de courir des Françaises et des Français qui
qui remarque et qui impacte. Si demain, Charlie ou Hermano, je vous sélectionne en équipe de France, vous avez une trifonction française au départ de l'épreuve, bon, s'ils connaissent votre niveau sportif, ça les ferait sourire. Mais rien que le fait d'avoir la trifonction France, FRA marquée sur vous, les athlètes étrangers vont se dire, punaise, c'est qui ce nouveau-là encore qui nous ont trouvé, quoi. Parce que vous êtes dans la même équipe de France que Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi, Pierre Lecor, Léo Bergère, Nils Sergueri, Ambre Grasset, etc. Ilona Aldo, mais tous ces champions. Il y en a plein qu'on peut oublier. Et pour autant, dans toutes ces années-là, Thomas Hansmanel, champion du monde junior, voilà, il fait partie de cette équipe. Donc après 50 mètres... c'est bon, ça sera réglé. Ils vont voir que c'est une escroquerie. Mais ça, c'est le plus bel héritage que l'on ait. On a une équipe de France qui court d'une façon qui est tout à fait à l'image du projet de performance et j'ai envie de dire même de l'état d'esprit qu'on a en tant que Français, quoi. On se cache pas pour attendre dernière minute, les derniers mètres pour pouvoir faire un sprint. On est présent sur l'avant de la course du début à la fin, en étant capable d'être stratège, de répondre aux différentes évolutions du triathlon, parce que le triathlon, c'est un sport ouvert qui est extrêmement riche, c'est pour ça qu'on le fait, qu'on rayonne quand on est triathlète, parce qu'on a envie de partager notre passion avec tout le monde. On peut parfois en saouler quelques-unes ou quelques-uns, mais en tout cas, l'essayer, c'est l'adopter, clairement, le triathlon. Ouais, et puis c'est pas nous qui dirons le contraire, hein. On essaye justement de partager sur le triathlon au moins une fois par semaine. Dans le triathlon, alors on parle beaucoup de performance, on l'a compris, c'est aussi la mission que tu as fixée en tant que DTN. Et dans cette performance, il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Le triathlon, tu l'as dit, c'est vaste, c'est riche. Il y a de la distance olympique, il y a aussi d'autres distances et il y a aussi d'autres sports dont la Fédération française de triathlon est délégataire. Pour rester sur le triathlon en lui-même, quelle est la position de la direction technique sur les autres distances que celle de la distance olympique ? Oui, alors déjà, il y a un cadre administratif, on revient, ça peut paraître pur et barbatif, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, mes différents patrons, le président de la fédération, la directrice des sports, ou du coup la ministre ou l'agence nationale du sport, le but c'est le rayonnement de la France et donc être performant dans les disciplines olympiques, paralympiques ou reconnues de haut niveau. Alors c'est quoi la reconnaissance de haut niveau ? En triathlon, on a effectivement un nombre de délégations pour beaucoup de disciplines. Il y a le triathlon olympique, le paratriathlon, ce sont les deux disciplines qui sont aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, donc ça paraît évident. Et nous avons ensuite seulement deux autres disciplines qui sont reconnues de haut niveau. Le duathlon courte distance et le triathlon longue distance. Dans le duathlon courte distance, c'est assez évident parce qu'on n'a pas de circuit privé et autres. Il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde, il y a des fois des Jeux mondiaux une fois tous les 4 ans. Donc notre but, c'est d'aller faire des médailles là-dessus. Donc on est encore plus exigeant là-dessus parce que du coup, moi j'ai un budget pour pouvoir mener à bien ces différents projets. Il faut que ça soit rentable du coup de pouvoir investir là-dessus et surtout de créer les meilleures conditions de performance. Donc voilà, on accompagne les duathlètes s'ils ont la capacité à faire partie des médaillés européens ou mondiaux. Je crois qu'on l'a démontré toutes ces années ils ont été nombreux à être médaillés mondiaux européens. On le doit à leur travail, à leur qualité. Et puis du coup à cet aménagement, par exemple, si je prends l'exemple de Benjamin Choquer, multimédaillé mondial, il bénéficie d'une convention d'insertion professionnelle. Parce qu'il est dans une discipline de reconnue de haut niveau, il est sur les listes des sportifs de haut niveau parce qu'il est médaillé mondial au championnat du monde de duathlon. Et donc, du coup, on peut mettre avec son employeur un aménagement de son temps de travail qui lui permet de ne pas travailler à temps plein et d'être payé à temps plein. Ça lui va lui laisser du temps pour pouvoir mieux s'entraîner, partir en stage, éventuellement mieux récupérer, aménager son temps de travail pour qu'il travaille au moment où c'est plus opportun par rapport à son projet sportif. Et donc ça, c'est compensé par la fédération, ou en tout cas la fédération intervient auprès de l'Agence nationale du sport et de différents partenaires pour faire en sorte qu'on mette du coup cet argent pour pouvoir le détacher. Benjamin Choquer, certains de ses camarades étaient en stage dans le sud de l'Europe pour pouvoir encore une fois consolider son projet de performance et faire en sorte que pour les championnats d'Europe qui vont se dérouler dans quelques semaines, ils puissent être en capacité de décrocher les médailles. Après, le triathlon longue distance, c'est un peu particulier puisqu'on sait qu'il y a énormément de circuits privés, notamment Ironman qui est peut-être le plus mythique et le plus connu, mais maintenant avec le T100, avec beaucoup de concurrence, ça peut paraître un peu plus illisible. Là, l'objectif du ministère. Le ministère, c'est des disciplines reconnues de haut niveau par la Fédération internationale. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul championnat du monde qui est officiel et qui est validé par la Fédération internationale, c'est le championnat du monde World Triathlon.
Voilà. On sait que dans notre culture, Hawaï a quand même une place à part, singulière. On va voir comment le Tessan se place. Et forcément, quand on se souvient de cette course mi-décembre où Léo Bergère, Heidenwald se bagarrent pour le titre de champion du monde à Alpha Ironman, le niveau sportif, ça a du sens. Donc on est un peu dans une période de crise là-dessus où effectivement certains des meilleurs triathlètes français sur le longue distance sont pas dans ce dispositif de sportif de haut niveau avec éventuellement ces aménagements qui peut se faire. Et j'ai envie de dire un peu à l'instar aussi d'autres pays, l'Allemagne qui est quand même une nation qui a été très très forte et qui continue d'être une nation forte sur le triathlon longue distance. C'est essentiellement grâce à des partenaires privés que les athlètes arrivent à en vivre. Et aujourd'hui, les triathlètes, en dehors du coup notamment de nos deux derniers champions du monde de triathlon longue distance World Triathlon, qui du coup peuvent bénéficier d'aménagements, etc. Mais c'est pas automatique. C'est pas le cas aujourd'hui. Marjolaine Pierret, qui est sur l'île de haut niveau, elle a quelques petits avantages, mais c'est par sa capacité à attirer des partenaires privés, comme son compagnon Clément Mignon, elle arrive du coup à financer la fédération, participe de manière extrêmement minoritaire, très clairement pour ces sportifs. Mais j'ai même envie de dire, même sur le triathlon olympique, aujourd'hui, quand vous avez comme Léo Bergère, Léonie Perriot, Cassandre Beaugrand, etc., une structure privée sur laquelle vous payez du coup un entraîneur, etc., la fédération participe de manière assez importante, quand même, c'est 30 à 50 000 euros, grâce plus de 80%, ça vient de l'Agence nationale du sport, c'est pas les licences qui payent ça, mais qui vont payer les frais de déplacement et d'hébergement quand on va sur les compétitions. Et on a beaucoup de compétitions internationales, mais il y a encore un reste à payer qui est relativement conséquent pour ces sportifs. Donc voilà. Après, il y a également des disciplines comme le swimrun, sur lequel la fédération a décidé depuis quelques années de mettre quelques moyens. Prise en charge de certains stages d'entraînement, prise en charge partielle sur la finale Lotilo Race, de mettre des moyens. Également sur les raids multisports de nature, qui est une autre discipline. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être questionné, rediscuté pour aussi l'harmoniser en fonction de toutes les disciplines. Et j'en passe sur le cross triathlon. Voilà. On a plus d'une dizaine de disciplines dont on a la délégation. On a des athlètes performants sur toutes ces disciplines. Il faut pouvoir avoir le bon niveau d'accompagnement, mais aussi ne pas oublier ce pourquoi, l'État nous donne aujourd'hui 1,2 million d'euros de subventions. C'est pour notre projet de performance olympique et paralympique. Et très peu sur le duathlon et le triathlon longue distance. Et encore moins sur le swimrun ou d'autres disciplines. 0 euros. C'est très simple, sur la partie performance, il n'y a pas un seul centime de fonds de l'État. Et tu le disais, finalement, la Fédé a sous son égide tous ces sports-là. Ces sports-là qui sont en plus de plus en plus populaires dans la pratique amateur, c'est un truc qu'il faut accompagner aussi côté fédéral. Ça faisait donc partie du périmètre que toi tu gérais. Comment tu vois l'évolution du triathlon ces dernières années au niveau pratique amateur? Comment tu anticipes ce que ça va devenir? On a la chance là d'avoir encore battu le nombre de licenciés sur cette année. Le nombre d'épreuves continue à augmenter, le nombre de clubs aussi. Quelle dynamique tu vois derrière tout ça et comment tu imagines que ça va se mettre en place dans les prochaines années? Oui, alors on est dans un secteur, dans une activité qui est très, très porteuse, le triathlon. Depuis que j'y suis, depuis que je le pratique, on est sur des augmentations de 5 à 8% du nombre de licenciés. Et au-delà du nombre de licenciés, c'est surtout le nombre de pratiquants. Parce que en tant que fédération, on vise du coup à fédérer les ligues régionales, les comités départementaux et les clubs qui proposent de la pratique sportive. Mais il faut surtout être toujours très proche des attentes des pratiquants et des attentes, j'ai envie de dire sociétales. De plus en plus, on a la question de la mobilité. Quand on a des personnes qui travaillent aux quatre coins de la France, comment est-ce qu'on peut leur offrir une offre de pratique, d'entraînement? On sait qu'on a la fédération de triathlon, dans les prochaines semaines, on va battre le record historique, on va battre un nouveau record, 70 000 licenciés. On a plus de 200 000 pratiquants, donc qui sont pas licenciés dans nos clubs. C'est pas forcément une volonté fédérale de manière automatique de demander à tout le monde de pratiquer en club. L'idée est d'offrir des services, déjà de la protection aussi du public, faire en sorte qu'on ait des encadrants qui soient compétents à titre bénévole ou professionnel, qui puissent du coup orienter, faire les meilleures préconisations et les meilleures prises en charge pour ces publics, quelle que soit leur finalité, leur motivation finalement en termes de pratique. Mais je crois que l'un des challenges qu'on a et que le mouvement sportif a de manière générale, et le triathlon en particulier, c'est comment est-ce qu'on s'ouvre notamment à ces pratiquants qui sont
pratiquant plus libre, plus sauvage, et quelle offre on peut avoir. C'est pour ça que c'est aussi important, c'est ce que tu évoquais, Charlie, et à la fois la structuration de nos clubs, mais également de l'offre de pratique, notamment au travers de nos compétitions, de ces circuits de compétition, et de soigner cette partie-là. Je crois que l'un des enjeux du triathlon qui a été très bien réussi depuis des années pour un sport qui peut être taxé d'être extrêmement compétitif, je crois que notre grande fierté en tant que pratiquant de triathlon, c'est justement de montrer que tout le monde peut le faire. Quand bien même on a parfois des pratiquants qui sont très orientés sur le modèle compétitif. Tiens, je veux faire du moyenne distance, du longue distance, Alpha Ironman, Ironman, etc. Et hier, je croisais à l'administration un triathlète qui me dit voilà, on pourra courir ensemble. Je ne cours que 4 fois par semaine. Il faut bien avoir conscience du caractère conséquent, voire peut-être un peu parfois extrême, de nos modalités de pratique, qui ne sont pas extrêmes pour nous dans d'autres champs du triathlon, mais je crois qu'on est content d'accueillir tout le monde. Moi, le but, ma plus grande fierté, c'est que les gens se mettent en mouvement. Voilà, et aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas de souci à dire je suis triathlète et je fais 2 séances par semaine, toutes disciplines confondues, et je suis triathlète, j'en fais 17 par semaine. Et je crois qu'il faut continuer à être comme ça, à être extrêmement ouvert, respectueux des motivations, des envies des uns et des autres, et à vivre de manière harmonieuse avec ces différentes sensibilités. Et je crois que l'un des challenges, c'est faire aussi en sorte que nos clubs continuent de pouvoir se développer, d'accueillir tous ces publics-là. On sait qu'on a quelques difficultés, notamment d'ordre de l'équipement, de faire en sorte que on ait l'accès aux piscines, et c'est quelque chose avec le président Cédric Gosse qu'on travaille de manière très forte. On le rappelait encore lundi à la ministre des Sports qui l'entend et qui doit annoncer des mesures pour pouvoir augmenter le nombre de piscines en France. Mais la chance du triathlon, c'est quand même la multi-activité, la polyvalence qu'on peut avoir. Voilà, quand on parle de swim-run, bike-and-run, qui peut avoir une plus belle discipline que le bike-and-run? Elle est transgénérationnelle, elle est mixte, on peut le faire de n'importe quelle sorte que ce soit. On peut demain avoir un champion ou une championne et puis quelqu'un qui a un niveau beaucoup plus modeste, ils peuvent le faire ensemble en fait. Et je crois que ça, c'est notre grande richesse qu'il faut continuer de préserver, d'alimenter, de structurer, de challenger, et puis ne pas louper les autres défis importants qui sont les nôtres, notamment avec ces circuits privés, avec toutes ces évolutions sociétales qu'il faut pouvoir accompagner, notamment avec le développement de tous les environnements numériques. Je voulais juste revenir sur une chose. T'es pas obligé de commenter, hein, mais moi, ça me tient à cœur. Tu dis qu'il y a plus de 70 000 licenciés et plus de 200 000 pratiquants en France. Donc, c'est-à-dire que le gap entre le pratiquant et les licenciés, c'est 130 000 personnes. Tu l'as dit, l'objectif, c'est pas non plus de faire venir ces 130 000 personnes dans des clubs. Juste sur l'aspect administratif, j'ai envie de dire, n'oubliez pas, quand vous êtes pratiquant mais pas licencié, qu'un pépin, ça peut arriver à n'importe qui. Là, on se parle, c'est pas encore diffusé, mais je vais le faire pendant la semaine du podcaston. J'ai parlé avec 2 paratriathlètes qui ont rappelé l'importance d'avoir une licence et une assurance qui va venir les aider, les couvrir en cas de problème. Les 2 paratriathlètes dont je parle, en l'occurrence, ils sont devenus paratriathlètes, ils sont devenus handicapés suite à des accidents pendant leur pratique, pendant leur entraînement, d'où l'intérêt d'être licencié. Vous êtes couvert par une assurance et ça vous accompagne en cas de problème. C'est un point juste parmi tant d'autres, mais ça me tenait à cœur de le rappeler aux 130 000 personnes qui sont pas encore licenciées dans des clubs. Et c'est pas pour grossir les rangs des clubs, c'est aussi pour voir cet aspect administratif et pratique en cas de problème. T'es pas obligé de réagir, mais tu peux si tu veux. Non, mais tu fais un formidable ambassadeur, Armano. Non, effectivement, c'est un point qui est central. Après, avec le président et la fédération, on est tout à fait conscient qu'il y a des souhaits, il y a des sensibilités différentes. Il y a des gens qui souhaitent pas forcément pratiquer en club, et c'est pas un problème, c'est pas un souci. On est super content que ces gens pratiquent le triathlon, et puis ils consolident aussi l'économie du triathlon. Ils vont prendre des dossards, ils vont acheter du matériel, ils vont acheter des trifonctions, ils vont surtout en parler à droite à gauche. Tiens, j'ai fait un triathlon, c'était génial. Que ce soit un triathlon sprint ou même il y a des gens non licenciés qui font des Ironman. C'est dire s'ils sont mordus de l'activité physique d'une manière générale. Et l'idée, c'est que tous les gens qui viennent au triathlon, même s'ils en repartent ou qu'ils arrêtent le triathlon, ils disent « c'était cool, j'étais bien reçu, j'étais bien accompagné, il y a une structuration qui est bien, je me suis senti à l'aise, accepté, accueilli ». Parce que peut-être que demain, ils reviendront au triathlon, mais en tout cas, tant qu'ils aiment le mouvement et bouger,
quand même chouette, et c'est aussi une mission de service public qu'on a, moi en tant que fonctionnaire de l'État, de mettre les gens en mouvement, et parce quand on voit les bénéfices que ça, notamment sur la santé, la réduction des dépenses de sécurité sociale et de santé par la pratique physique, elles sont démontrées depuis extrêmement longtemps. 1 euro investi dans le sport, c'est 13 euros d'économie. Donc sur la sécurité sociale. Donc continuons à pratiquer, continuons à être ces VRP de la pratique physique. Et chers médecins qui nous écoutez, continuez à délivrer des ordonnances de sport. Il faut pratiquer du sport. Charlie, tu voulais réagir? Tu avais d'autres points que tu voulais aborder? Écoute, moi j'avais une dernière question, puisqu'on se projette un peu, on parle des prochaines années. Donc comme tu disais, Benjamin, tu vas terminer ton mandat de DTN au 31 mars. J'imagine que tu l'as déjà fait, mais si tu avais 2-3 conseils à donner à ton successeur, Stéphane Leca, qu'est-ce que tu lui dirais pour poursuivre la dynamique? C'est quoi les 2-3 enjeux clés pour poursuivre et pour aller continuer à développer la pratique d'une part et aller chercher toujours plus de médailles à Los Angeles dans 4 ans? Déjà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que il peut être fier d'avoir cette fonction. C'est vraiment un métier passionnant, alors exigeant, ça c'est certain, mais je suis convaincu qu'il a toutes les compétences pour du coup s'inscrire dans cette continuité. Après Franck Binet, Benjamin Maz sur cette fonction de directeur technique national. Parfois là, ces derniers mois, on me disait ça va pas être facile d'être DTN au triathlon après les résultats qu'il y a eu, de prendre la suite. Bien, j'ai envie de dire bien au contraire, on est tout à fait lucide en interne sur tout ce que l'on peut faire encore. On peut faire encore beaucoup mieux sur Los Angeles. Et très clairement, même si le palmarès est quand même élevé, la barre est haute, mais je suis convaincu que le triathlon français va faire mieux. C'est évident. Si on peut avoir une bataille entre nos 3 Françaises et 3 Français sélectionnés aux Jeux Olympiques pour aller décrocher le 2e titre olympique, et notamment chez les femmes, je veux dire, c'est ce qu'on a eu là, c'est sur les championnats du monde. C'est juste fantastique. C'est enthousiasmant. Donc c'est de continuer d'avoir cette incarnation d'un projet ambitieux pour notre fédération, mais à tous les niveaux, pas que sur la partie performance. Je crois que c'est ça qui est extrêmement important de témoigner notre singularité en triathlon, c'est d'incarner ces valeurs de mixité, d'accessibilité, d'éthique sur lequel on doit être absolument irréprochable. Et l'éthique, elle va sur plein de niveaux. C'est la relation bien sûr avec les arbitres, mais c'est avec la société d'une manière générale, et notamment la dimension écologique sur un sport sur lequel on est quand même, on a des atouts, mais il faut faire attention aux fragilités qu'on peut générer par les déplacements, notamment qui peut y avoir. Donc les conseils, c'est d'être toujours au clair avec l'ambition, la vision à avoir, et puis de garder cette dimension enthousiaste et humaine dans la relation avec l'ensemble des acteurs, parce que voilà, on a des gens qui sont investis de manière incroyable, qu'il faut pouvoir continuer de soutenir, d'écouter, pour pouvoir faire en sorte que le projet fédéral il soit en adéquation avec les besoins des différents acteurs qu'on accompagne. J'ai une dernière question. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Benjamin, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Je me demande si on n'est pas déjà toutes et tous triathlètes, parce que voilà, on zappe, on va faire plein d'activités. En fait, je crois que triathlète c'est un état d'esprit, et je crois qu'on a déjà plus de 67 millions de triathlètes en France. En fait, ils ne savent pas encore qu'ils le sont. Voilà, mais le triathlon, j'en discutais hier avec une sportive qui fait du handball et qui dit non, c'est pas pour moi. Ah non, ça c'est trop dur, c'est trop. Non, en fait, le triathlon, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir voilà, le mouvement, la vie dans la transition entre différentes activités. C'est des modes de locomotion, mais j'ai même envie de dire des personnes en situation de handicap, même sur des handicaps moteurs très, très forts ou infirmes, ils peuvent être triathlètes sur un autre plan, mais voilà, encore une fois, c'est un état d'esprit, puis c'est une façon de voir la vie avec beaucoup d'appétit, d'enthousiasme et d'envie, quoi. C'est ça. Donc en fait, soyez triathlète, soyez vous-même. C'est un état d'esprit, comme tu l'as dit. J'apprécie beaucoup. Benjamin, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on t'envoie des petits messages perso, hein, pas en tant que DTN. On va te laisser tranquille sur ce sujet-là. Non, mais avec plaisir. Je suis sur LinkedIn, sur Instagram, mais voilà, mais
triathlète un jour, triathlète toujours, donc je suivrai forcément de très près la destinée de cette fédération. Je suis convaincu qu'il y a les femmes et les hommes au bon niveau avec les compétences qu'il faut pour concourir encore à son développement. Mais je serais passionné et enchanté d'échanger avec vous ou avec celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. De manière très 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 enthousiaste, et puis pourquoi pas pour un nouveau projet défi professionnel, avec grand plaisir. Bon, attention, on prend en mots, hein. C'est-à-dire que si on a des messages pour toi que les gens savent pas les adresser, on te les enverra. Avec grand plaisir. Dernière petite question, et la suite justement, le 1er avril, le 2, parce que le 1er c'est souvent une blague, mais le 2 avril, qu'est-ce que tu fais? Alors pendant quelques semaines, quelques mois, en fait, le ministère des Sports m'accueille à la direction des sports pour pouvoir aider sur différents dossiers, différentes priorités ministérielles, parce que de par le parcours que j'ai pu avoir, ça pourra aider sur le portage de certaines politiques publiques. Mais voilà, je suis en discussion par rapport à d'autres projets. Moi, je souhaite toujours pouvoir être impactant, alors dans le système sportif français, mais éventuellement en dehors. Donc j'ai des discussions aussi dans le privé pour pouvoir continuer de développer ces compétences et surtout les mettre à profit d'un projet ambitieux avec des valeurs dans lesquelles je me retrouve pleinement. Et j'ai toujours eu conscience ces dernières années, ces derniers mois, que je profitais d'un truc incroyable de cette expérience de DTN, de ce sport sublime qu'est le triathlon, dans ce contexte aussi particulier de 2024. J'ai envie de le partager, de le transmettre et de l'investir dans un projet ambitieux demain. Donc plutôt ouvert à différentes perspectives. Donc là aussi, Hermano, si vous avez des retours, et Charlie, ou des propositions, je suis ouvert, mais on verra comment dans les prochaines semaines tout ça se dessine. Tu sais que mon métier, en dehors de faire des podcasts, qui est un loisir, moi je suis recruteur, hein, donc on en reparlera, Benjamin, si tu veux. Avec grand plaisir. Bon, mais pas de poste de DTN ailleurs, dans d'autres fédérations, dans d'autres pays, ailleurs dans le monde? Ouais, j'ai eu des propositions dans des pays ailleurs dans le monde, parce que ce que font nos triathlètes français, c'est regarder. Encore une fois, c'est sur le résultat des Jeux Olympiques ou des Jeux Paralympiques. Il y a d'autres nations qui ont fait mieux. Il y a 8 médailles paralympiques pour les Américains, il y a 3 médailles pour les Britanniques. Mais il y a les résultats et puis il y a les faits. Et il y a ce qui s'est traduit, une dynamique. Aujourd'hui, ça, franchement, c'est ma plus grande fierté, c'est de me dire d'avoir participé à ça, d'avoir dirigé cela. Et donc, j'ai décliné des offres forcément avec les États-Unis et l'Australie qui ont les Jeux Olympiques suivant, et ceux dans l'Olympiade qui suit. Ils ont envie d'une chose, c'est d'être aussi impactant que le triathlon français. Donc j'ai décliné ces offres-là parce que je suis quand même très attaché à mon pays et puis à ce ministère que je défends. Il y a eu des propositions aussi d'autres sports qui voient aussi ce qui se passe dans le triathlon. Je pense que c'est aussi ce qui fait notre fierté collective, c'est que les petits camarades des autres disciplines se disent putain, les triathlètes, vous êtes de plus en plus présents, ou à la télévision, gagnez des médailles, c'est chouette. Et puis on a beaucoup d'appétit, on a encore envie de plus, mais avec un état d'esprit bienveillant. On n'est pas, moi j'ai toujours dit, on n'a pas des adversaires dans le triathlon, on a des concurrents. Et ça, j'ai envie de le transmettre. Et dans concurrent, juste un petit peu de sémantique, dans concurrent, il y a con, qui est le préfixe de avec. Pour ceux qui ne parlent pas de langue latine, ou qui se souviennent plus du latin. Voilà, et celui qui a fait un triathlon sait qu'à un moment donné, peut-être que mon meilleur partenaire pour mettre en place mon projet de course, c'est peut-être plus le belge, le hollandais, l'australien que le français. Et voilà, on a eu à cœur de faire en sorte que les Français aient des intérêts convergents et du coup construisent la même stratégie de compétition. Je crois que ça s'est quand même plutôt bien illustré. Donc c'est une vraie fierté collective qu'on doit avoir, de voir l'attractivité qu'on a. Et j'étais touché de voir les propositions de DTN, du triathlon dans d'autres pays ou alors dans d'autres disciplines. Mais j'ai envie de prendre le temps de faire atterrir ça aussi, de capitaliser ses compétences et de prendre le temps de se préparer pour un nouveau défi professionnel. Bon, puis l'objectif du prochain DTN de triathlon, c'est de faire comme pour le BMX, 1, 2, 3 à toutes les prochaines rencontres internationales. Ouais, alors c'est sûr, ça donne envie. C'est un très très bon ami, le responsable de l'équipe de France de BMX, Julien Sastre. Alors il faut pas oublier que d'où vient le BMX. Franchement, je suis
super content pour le BMX français, mais les étapes difficiles par lesquelles il a fallu passer, 4 pilotes de BMX en finale des Jeux de 2021 et pas de médaille, pareil en 2016, en 2012, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut de l'abnégation, il faut faire confiance quand on a un process, quand on a une philosophie, un projet qui est cohérent comme l'a été le projet du BMX français. Voilà, c'est des incohérences de ne pas avoir une médaille plus tôt, comme on pourrait le juger pour le triathlon français, mais c'est comme ça. La première médaille, elle arrive du coup en 2021 avec le triathlon relais mix, c'est la première médaille individuelle en 2024. Le nombre d'échecs par lequel il a fallu passer, mais c'est là où il faut bien dissocier l'évaluation du résultat et du process. Et franchement, c'est un plaisir. Mais encore 2 ans avant, je crois que sur les championnats d'Europe de BMX, ils avaient 5 pilotes en finale et il n'y en a aucun qui est médaillé. Voilà, donc c'est là où il faut faire preuve de discernement, éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, il y a un système qui est performant en France. Tant mieux, il y a des résultats, mais le système produit de la performance. Je crois qu'on a de la confiance aujourd'hui des partenaires et de nos élus pour se dire l'objectif, c'est pas d'être champion du monde en 25, en 26, en 27, en 28. L'objectif, c'est d'être performant sur les Jeux Olympiques. C'est de créer les conditions pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions pour performer. Et bien sûr, si sur des temps de passage, il y a la possibilité d'obtenir des titres mondiaux, on va pas s'en empêcher. Et voilà, donc j'ai envie de dire, c'est avec pas de pression pour Stéphane Leca ou pour tous les athlètes ou tous les acteurs. Par contre, la pression, elle est sur l'engagement quotidien qu'il faut avoir sur tous les facteurs de performance. Et voilà, donc s'entraîner, et ça vaut pour tout le monde, pour ceux qui ont envie de devenir triathlètes comme ceux qui le sont déjà. Déjà, pour performer, il faut déjà bien dormir, bien manger et bien s'entraîner. Voilà. Donc avant d'aller acheter des chaussures ou du matériel de pointe, voilà, vous l'avez vu faire plusieurs fois dans ce podcast, et d'ailleurs Hermano et Charlie, je vous félicite pas. L'hydratation comme facteur de performance, il est essentiel. Moi, et ça fait plaisir. Non, c'est vrai que vous l'avez fait pendant le contenant est une tasse, hein, mais c'est que de l'eau dedans, hein, je te rassure. Non, mais c'est sympa aussi que tu finisses sur cette note-là. L'un des derniers épisodes qu'on a publié, c'était justement sur la récupération, et on a parlé de l'hydratation, de l'alimentation, du sommeil, qui sont des piliers de notre, enfin même pas de notre sport, déjà de l'hygiène de vie, et au-delà de notre sport, ça fait partie de la 4e, 5e, 6e discipline du triathlon. Et comme tu l'as dit, avant d'aller s'acheter des chaussures avec des lames de carbone ou un vélo à 20 000 balles, déjà dormez, mangez, hydratez-vous bien et entraînez-vous surtout. Ça aide. Charlie, tu voulais conclure ? Écoute, juste remercier Benjamin pour sa présence. Franchement, c'est un plaisir d'avoir des gens d'une part aussi passionnés, mais aussi pointus d'un tel niveau chez nous. Donc, on est très heureux d'avoir eu. Et puis c'est un appel du pied aussi à Stéphane. Si Stéphane, d'ici quelques mois, quand il aura pris sa mission, veut venir chez nous, ce sera aussi un grand plaisir. Mais merci Benjamin pour ta dispo. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger entre passionnés. Merci. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!